En ce printemps étouffant de 1894, alors que les collines de Provence s'emplissaient du parfum des oliviers et que les cigales semblaient annoncer une saison trop chaude pour les récoltes à venir, le village de Saint-Réal vivait dans l'ombre d'une famille dont la fortune et l'influence dépassaient largement les frontières de la vallée, les de Valcourt, maîtres d'un vaste domaine viticole et d'une ancienne bastide dressée au sommet d'une colline que les habitants appelaient la Maison des Cendres. Non parce qu'elle avait brûlé, mais parce que, disait-on, les pierres de ses fondations avaient été extraites d'un lieu où l'on avait jadis brûlé des hérétiques. Et nul dans tout le canton n'osait contredire cette rumeur, tant l'atmosphère du domaine inspirait une crainte mêlée de fascination. Et au centre de cette histoire se trouvait Armand de Valcourt, patriarche, veuf d'une soixantaine d'années, sec, au visage taillé comme une lame, connu pour ses méthodes brutales dans les affaires et son obsession maladive pour être admis parmi les grandes familles aristocratiques de Marseille et d'Avignon, une ambition qui l'avait conduit à s'endetter lourdement auprès d'investisseurs occultes dont nul ne prononçait jamais les noms à voix haute, car derrière ces banquets fastueux et ces vendanges célébrées avec faste, Armand cachait un secret plus sombre que la nuit provençale, un secret dont même sa propre fille, Isabelle, ignorait l'ampleur, bien qu'elle en ressentît les effets dans sa chair. Jeune femme de 26 ans, aux traits marqués par la maladie, son corps gonflé par des traitements imposés par des médecins que son père payait grassement, des potions à base de mercure et d'opium qu'on lui présentait comme remède, mais qui l'affaiblissaient jour après jour, l'enfermant dans un état de léthargie où ses crises d'hystérie étaient brandies comme preuve de sa folie. Et au village, les commères disaient avec fausse compassion « La pauvre, elle a perdu la raison depuis qu'elle est enfant. Il paraît qu'elle a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. » Mais personne n'osait approfondir, car ceux qui parlaient trop des Valcourt disparaissaient souvent mystérieusement, et l'on retrouvait parfois, dans les gorges du Verdon, des vêtements flottant entre deux eaux, sans jamais de corps, comme si la terre elle-même refusait de restituer les secrets confiés à ses abîmes. Pourtant, Isabelle n'était pas folle, du moins pas au sens où son père le prétendait, car elle se souvenait parfaitement de cette nuit d'été où, à 12 ans, réveillée par des chants graves venant des caves de la Bastide, elle avait descendu l'escalier interdit et, par une fissure dans la pierre, avait aperçu 13 hommes vêtus de capes sombres autour d'un autel improvisé, une vieille table tachée qu'elle connaissait pour l'avoir vue utilisée lors des vendanges, et sur cette table gisait un animal égorgé dont le sang était recueilli dans des coupes d'argent, qu'il buvait ensuite en invoquant une moisson de l'ombre, une confrérie qu'elle ne comprenait pas encore, mais dont elle reconnut certains visages, le notaire du bourg, le maire, et même le curé qui l'avait catéchisé quelques mois plus tôt. Tous agenouillés devant son père qui levait la coupe avec une ferveur qui glaçait le sang. Et si elle avait crié, si elle avait fui, jamais elle n'aurait porté ce poids. Mais elle resta figée, témoin muette, et quand le plancher craqua sous son pied, son père la surprit. Et depuis cette nuit-là, les potions, les crises, les humiliations devinrent sa prison, jusqu'à ce mois d'avril où tout bascula, car un courrier cacheté d'un seau représentant une faucille entrelacée d'épis de blé arriva à la Bastide, remis par un cavalier que nul ne connaissait. Et dans ce courrier, Armand découvrit l'ultimatum de la confrérie des moissons. Les 13 hommes dont il faisait partie exigeaient de lui une épreuve de loyauté, car ses dettes atteignaient des sommes colossales et ses promesses restaient vaines. Alors ils lui offrirent une issue. Livrer sa fille, Isabelle, non pas à un mariage arrangé, ni à un sanatorium, mais à la garde absolue d'un homme choisi par eux, un ancien ouvrier du domaine que Armand avait renvoyé des années plus tôt après l'avoir soupçonné de vol, Étienne Morel. Revenu récemment dans la région après avoir disparu de longs mois, réputé pour ses connaissances en herbes et en remèdes populaires transmis par sa grand-mère guérisseuse, mais surtout pour sa force silencieuse et son regard que beaucoup disaient insoutenable, car il fixait les gens comme s'il voyait au-delà de leur visage, jusqu'à leurs secrets les plus enfouis, et Armand, humilié mais acculé, accepta cette exigence, convaincu qu'il n'avait pas le choix, car la confrérie contrôlait les notaires, les juges et même les créanciers, et qu'un refus signifierait la ruine immédiate de sa maison et de son nom. Alors, un soir de mai, lors d'un dîner qu'il avait convié à plusieurs familles notables, il annonça que sa fille passerait désormais sous l'autorité entière d'Étienne Morel, officiellement pour tenter une guérison radicale que la médecine moderne avait échoué à produire,
officieusement, pour prouver sa loyauté. Et dans les regards outrés des convives se lisait l'incompréhension, mais aussi une peur qu'ils ne parvenaient pas à cacher, comme si tous savaient qu'au-delà des murs de la Maison des Cendres se jouait un théâtre plus ancien que leur carrière et plus sanglant que leur vendange, et Isabelle, silencieuse, comprit que son supplice changeait de forme, mais non de nature, car son père ne cherchait pas sa guérison, mais sa damnation. Tandis qu'Étienne, immobile à l'autre bout de la salle, la fixait de ses yeux impassibles, et dans ce regard, elle crut percevoir une promesse non de salut, mais de révélation, une vérité qui ferait trembler jusque les pierres de la Bastide. Et c'est ainsi que commença une suite d'événements qui, quelques mois plus tard, laisserait Saint-Réal en flammes et dont les échos hanteraient la Provence pendant des générations. Lorsque le soleil se leva le lendemain de cette annonce qui avait glacé les convives au dîner, un silence inhabituel régna sur la Bastide des deux Valcourt, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle devant le bouleversement qui venait de s'opérer. Et dans ce silence, Isabelle sentit pour la première fois qu'elle n'était plus la prisonnière exclusive de son père, mais l'objet d'un pacte plus vaste, une monnaie d'échange livrée à la confrérie des moissons. Et l'homme qui désormais incarnait ce pacte, Étienne Morel, se présenta à elle dans la chambre où elle avait passé tant d'années enfermée, les volets toujours clos pour que sa peau malade ne soit pas marquée par le soleil, et quand la porte s'ouvrit, elle vit un homme grand, au visage marqué par le travail des champs et les années de silence, vêtu simplement mais avec une dignité qu'aucun de ses vêtements ne pouvait cacher, et ce qui la frappa aussitôt furent ses yeux. Deux éclats sombres d'une intensité telle qu'elle détourna d'abord le regard avant de comprendre qu'il ne cherchait pas à l'intimider, mais à mesurer, à jauger ce qui restait de vie en elle. Et sa première parole fut étrange, presque douce. « Vous n'êtes pas folle, mademoiselle, vous êtes empoisonnée. » Ce qui fit trembler Isabelle, car c'était la première fois depuis 16 ans que quelqu'un nommait à voix haute ce qu'elle soupçonnait dans ses cauchemars, que les fioles, les poudres et les potions que son père lui imposait n'étaient pas des soins, mais des chaînes. Étienne sortit d'une besace un petit sachet d'herbe qu'il déposa sur la table en expliquant qu'il allait réduire peu à peu ses doses d'opium et de mercure, les remplacer par des infusions de valériane, de thym et de chardon-marie, et que la douleur serait atroce, mais qu'au bout de ce chemin se trouvait la clarté, non pas seulement du corps, mais de l'esprit. Et Isabelle éclata d'un rire amer, lui disant qu'il ne savait pas ce qu'il risquait, que son père les ferait tuer tous les deux si jamais elle recouvrait assez de force pour parler de ce qu'elle avait vu, et alors Étienne, sans hausser le ton, lui répondit « C'est justement ce que je veux, qu'ils craignent vos paroles, car moi aussi j'ai vu ce qu'ils font dans leur cave, et moi aussi j'ai perdu tout ce qui faisait ma vie à cause d'eux. » Et il sortit de son gilet un morceau de papier jauni, usé comme un talisman, sur lequel étaient écrits 3 prénoms, Claire, Lucien et Jeanne, sa femme et ses 2 enfants que le maître de la Bastide avait vendus 10 ans plus tôt pour prouver sa loyauté à la confrérie, envoyés on ne savait où, et dont il avait appris plus tard la mort, Claire terrassée par une fièvre, Lucien et Jeanne disparus dans une mine d'argent du Massif central, où les enfants servaient de main-d'œuvre jusqu'à ce que leur corps lâche, et Isabelle, en lisant ces noms tracés d'une écriture tremblée, comprit que cet homme n'était pas venu pour obéir à son père, mais pour mener à bien une vengeance patiente et qu'elle devenait l'allié inattendu de son propre geôlier. Et cette alliance improbable prit forme dès les jours suivants, lorsqu'elle commença à vomir le poison accumulé en elle, tremblant de tout son corps, criant la nuit entière, persuadée parfois de mourir. Mais Étienne restait à ses côtés, lui tenant le front, la forçant à boire ses tisanes, lui murmurant qu'elle devait résister, car chaque convulsion était une chaîne qui se brisait. Et lorsqu'enfin, au bout d'une semaine, son tremblement cessa, elle se découvrit plus lucide qu'elle ne l'avait jamais été, capable de lire à nouveau, de marcher quelques pas, de respirer sans suffoquer. Et ce regain de vie fit naître en elle une flamme qu'elle croyait éteinte, une haine froide mais précise, dirigée non seulement contre son père, mais contre tous ceux qui, vêtus de capes noires, se réunissaient dans la cave de la Maison des Cendres pour leur cérémonie, car elle raconta à Étienne, entre 2 silences, ce qu'elle avait vu à 12 ans. Les coupes de sang, les chants gutturaux, la femme étrangère qu'ils avaient sacrifiée, amenée on ne savait d'où, et surtout la façon dont son père avait levé la coupe en riant, persuadé qu'aucun témoin ne survivrait à cette nuit. Et Étienne, en écoutant, sentit sa rage se transformer en plan, car il savait que ces hommes conservaient des registres, des preuves, des écrits cachés dans une pièce secrète au-delà de la cave, un lieu qu'on disait protégé par des symboles gravés dans la pierre, hérité de cultes païens plus anciens que l'Église.
Et il promit à Isabelle qu'il mettrait la main sur ce registre, qu'il lirait chaque nom, chaque crime, et qu'alors il ferait tomber la confrérie tout entière. Mais il ajouta que pour cela il devait jouer un rôle. Elle devait continuer à feindre la malade docile, et lui l'exécutant fidèle du patriarche, afin que nul ne soupçonne leur pacte secret. Et c'est ainsi que le soir du 21 mai, alors que des invités se pressaient encore pour dîner sous les lustres de cristal, Isabelle apparut plus calme, plus docile, mangeant à petites bouchées sous le regard satisfait de son père, qui proclamait devant ses hôtes que les soins d'Étienne portaient leurs fruits. Et nul ne remarqua que sous la nappe, ses doigts tremblaient non plus de faiblesse, mais d'une volonté contenue, prête à éclater, et dans ses yeux brillait l'éclat d'une femme qui se préparait à livrer la plus intime et la plus sanglante que Saint-Réal ait jamais connue. Les jours qui suivirent consolidèrent une étrange routine dans la Bastide, comme si le temps lui-même s'était figé entre deux réalités. Celle de la façade respectable qu'Armand de Valcourt continuait de présenter au monde, et celle des ténèbres qui se tramaient dans les entrailles de la maison des cendres. Et Isabelle, désormais plus lucide, observait tout avec une froide intensité, notant les allées et venues, écoutant les conversations des domestiques, mémorisant le moindre détail, comme si chaque fragment pouvait devenir une arme, tandis qu'Étienne cultivait le masque de l'homme obéissant, accomplissant les tâches qu'on lui assignait, sans jamais laisser transparaître la haine brûlante qui l'animait. Et peu à peu, ils établirent un langage silencieux, des regards, des inflexions de voix, qui leur permettaient d'échanger sans que personne ne s'en aperçoive, si bien qu'au bout de 2 semaines, Isabelle parvenait déjà à se lever sans aide, et à parcourir les couloirs interdits, se risquant parfois jusqu'à la galerie qui surplombait la cour intérieure, d'où elle voyait son père accueillir ses alliés. Toujours les mêmes figures. Le notaire Charvet, le maire Donadieu, le curé Alazard, 3 piliers de la confrérie, qui descendaient immanquablement à la cave après le dîner. Et ces descentes, elle les entendait désormais avec une clarté qui la glaçait, car les chants revenaient, graves, gutturaux. Et parfois des cris étouffés montaient de la terre comme si les pierres elles-mêmes voulaient vomir la vérité. Et un soir de juin, Étienne osa franchir un pas de plus. Il vint dans sa chambre, après que la maison s'était assoupie, et lui montra une clé rouillée, trouvée dans le vieux pigeonnier du domaine, qu'il soupçonnait d'ouvrir une des portes secondaires de la cave. Et Isabelle, en voyant le métal terni, sentit son cœur s'accélérer, car elle savait qu'une brèche s'ouvrait dans l'ombre, une brèche vers ce que son père cachait depuis des décennies. Mais elle craignait aussi que cette curiosité leur coûte la vie. Et pourtant, une voix intérieure, dure et implacable, lui disait que la mort importait peu désormais, que seule comptait la révélation et la vengeance. Et c'est ainsi qu'elles planifièrent leur première descente clandestine, profitant d'une absence d'Armand, parti à Avignon sous prétexte d'une réunion politique, mais en réalité pour rencontrer les créanciers occultes de la confrérie. Et la nuit tombée, armés seulement d'une lanterne et de leur courage, ils descendirent le petit escalier dérobé qui longeait l'ancienne cuisine abandonnée. Et la clé, à la surprise d'Étienne, tourna sans résistance dans une serrure dissimulée derrière une planche, révélant un couloir étroit où l'air était si épais qu'il semblait collé à la peau. Et chaque pas résonnait comme un glas dans ce silence sépulcral, jusqu'à ce qu'il débouche dans une salle voûtée, qu'Isabelle reconnut aussitôt. C'était là, l'hôtel de son enfance, la table tachée, les bougies noircies, les capes pendues au clou du mur. Tout semblait figé, comme un théâtre déserté après la représentation, et pourtant l'odeur persistait. Cette odeur métallique, du sang mêlé à la cire consumée. Et Isabelle, les jambes vacillantes, s'avança jusqu'à l'autel, caressant du doigt les entailles gravées dans le bois, des rainières faites pour canaliser le liquide vers des bols de pierre posés en contrebas. Et ses yeux se remplirent de larmes, non de peur, mais d'une rage glaciale qui la fit trembler. Tandis qu'Étienne, explorant la pièce, découvrit dans un renfoncement une pierre disjointe, derrière laquelle apparaissait un interstice assez large pour laisser passer un cahier. Et quand il le tira, leurs regards se croisèrent, car il tenait entre les mains un registre, épais, relié de cuir sombre, fermé par 2 fermoirs d'airain. Et le poids de l'objet suffisait à faire comprendre que ce n'était pas un simple livre, mais une archive, où étaient consignés des secrets, qu'aucun juge, aucun évêque n'aurait jamais osé consigner. Et lorsque fébrile, Étienne força l'un des fermoirs, ils découvrirent des pages couvertes d'une écriture fine, précise, indiquant des dates, des noms, des rituels. Et ce qu'ils lurent glaça leur sang. Sacrifice d'animaux et d'êtres humains,
Disparition de mendiants, de jeunes filles venues travailler aux vendanges, de vagabonds pris sur la route. Tout cela noté avec une froideur bureaucratique, comme s'il s'agissait de simples transactions. Et parmi ces lignes, Isabelle reconnut le nom de Claire, la femme d'Étienne, et ceux de Lucien et Jeanne, ses enfants, accompagnés de la mention « offert à la terre par décision unanime ». Et à cet instant, le cri muet d'Étienne se grava dans les pierres. Un cri de douleur devenu serment. Il jura qu'aucun de ces 13 hommes ne verrait l'hiver suivant. Mais Isabelle, tremblante, lui saisit le bras, lui rappelant que leur force résidait dans la patience, qu'il fallait accumuler les preuves, préparer le moment, car un assaut brutal finirait dans le sang des innocents. Et Étienne, malgré la rage qui brûlait en lui, comprit qu'elle avait raison. Alors ils remirent le registre à sa place, ne prenant qu'une page arrachée en hâtie, celle où figurait le nom de la femme et des enfants, et ils jurèrent de revenir. Mais tandis qu'ils refermaient la pierre et sortaient à pas feutrés, un bruit derrière eux fit battre leur cœur. Un raclement, puis une respiration. Et dans l'ombre du couloir, une silhouette se dessina, celle d'un domestique, un jeune garçon chargé d'apporter le bois aux cuisines, qui les avait suivis par curiosité, et venait de voir plus qu'il n'aurait jamais dû. Et Isabelle, le cœur serré, s'approcha de lui, posant une main sur sa bouche pour étouffer son cri, et dans son regard terrifié, elle reconnut sa propre peur d'enfant. Et avant qu'elle ne parle, Étienne dit avec une voix grave « Soit il devient notre allié, soit demain il sera notre victime. » Et c'est ainsi que la conspiration gagna son premier complice, un enfant du domaine, prêt à risquer sa vie, plutôt que de retourner dans l'ignorance. Et déjà, sans le savoir, il venait de déclencher une mécanique qui transformerait la Bastide en brasière, car les pierres ont des oreilles, et les serments murmurés dans l'ombre attirent toujours le regard des puissances qui se croient éternelles. L'été de 1894 s'installa sur Saint-Réal avec une lourdeur étouffante. Les vignes du domaine ployant sous le soleil brûlant, et les villageois parlant à voix basse comme si l'air lui-même transportait des secrets qu'il valait mieux ne pas réveiller. Et dans cette chaleur saturée d'insectes et de poussière, Isabelle retrouvait chaque jour un peu plus de vigueur, ses pas plus assurés, ses pensées plus tranchantes, au point que certains domestiques chuchotaient que la folle de la maison des cendres allait mieux, sans comprendre que ce renouveau cachait un projet terrible. Car avec Étienne et le jeune garçon témoin de leur intrusion, prénommé Adrien, elle commençait à tisser une toile, une conspiration discrète mais implacable. Et dans ce trio improbable, s'esquissait une alliance que nul n'aurait imaginée. La fille de maître, l'ancien ouvrier humilié, et l'enfant des cuisines, liés par un secret plus lourd que les pierres de la Bastide, un secret qui les condamnait autant qu'il les libérait. Les nuits, tandis que le patriarche Armand s'absentait souvent sous prétexte d'affaires à Avignon, il se retrouvait dans une remise à outils au fond du verger, feignant de réparer des tonneaux, mais en réalité dessinant des cartes, recopiant les noms du registre qu'ils avaient découvert, listant les rituels et les victimes, et plus Isabelle recopiait ces pages, plus sa main tremblait d'indignation. Car elle lisait noir sur blanc la confirmation de ce qu'elle avait vu à 12 ans. Non seulement les sacrifices sanglants avaient bien eu lieu, mais ils s'étaient répétés des dizaines de fois, à intervalles précis, suivant les cycles lunaires et les vendanges. Et derrière chaque nom de victime se cachait une vie brisée, une famille endeuillée, des disparus que personne ne pleurait officiellement, mais dont les absences pesaient dans les mémoires paysannes comme des pierres jetées dans un puits sans fond. Étienne, de son côté, notait les noms des membres présents à chaque cérémonie, et sa colère grandissait en constatant que les 13 piliers de la confrérie se relayaient toujours autour de l'autel, se couvrant mutuellement par une complicité sans faille, et qu'il n'existait aucune brèche sauf celle qu'ils pourraient eux-mêmes créer. Leur premier objectif devant alors de trouver le fameux grand livre de moisson, un second registre mentionné dans les pages mais non découvert, un volume plus ancien censé contenir les fondations mêmes de la société secrète, les pactes initiaux, les serments signés dans le sang par les ancêtres, et selon les rumeurs, ce livre était dissimulé dans une chambre cachée derrière l'autel, fermée par un mécanisme que seuls les initiés connaissaient, un mécanisme qui exigeait une offrande de sang pour s'ouvrir. Isabelle, qui se souvenait des cérémonies de son enfance, expliqua que son père traçait toujours un signe de faucille avec une dague avant que la pierre ne s'écarte, et elle savait que s'il tentait d'ouvrir ce passage sans précaution, il risquait d'attirer l'attention d'une manière fatale. C'est alors qu'Adrien, l'enfant, révéla qu'il avait entendu des bribes de conversation dans les cuisines, des confidences échappées aux lèvres de domestiques ivres. La prochaine réunion de la confrérie aurait lieu dans la nuit du 14 juillet, sous prétexte de célébrer la fête nationale,
car les notables du village seraient occupés au feu d'artifice, ce qui offrirait une couverture idéale pour leur champ dans la cave. Étienne et Isabelle comprirent que ce serait leur chance, mais il leur fallait des alliés, plus que 3 âmes déterminées, et c'est Isabelle qui, la première, osa franchir la ligne interdite. Elle parla aux ouvriers des vignes, ces hommes et ces femmes qu'elle avait vus toute sa vie plier l'échine sous la surveillance des contremaîtres. Elle leur dit la vérité, non pas d'un seul coup, mais par fragments, rappelant les disparitions, les enfants enlevés, les journaliers qu'on ne revoyait jamais après les vendanges. Et si au début ils l'écoutèrent avec méfiance, la rumeur enfla, vite, alimentée par Adrien qui, dans les écuries, racontait ce qu'il avait vu de ses propres yeux, un registre noirci de sang et des capes pendues comme des peaux de bêtes. Peu à peu, une colère longtemps étouffée prit forme, et dans les regards des journaliers se lisait une rage prête à éclater. Mais Étienne insista, il fallait attendre, se préparer, car attaquer de front, très âmes liées par le pouvoir et la terreur, reviendrait à courir vers la mort. Alors ils complotèrent en silence, fabriquant des armes de fortune sous couvert de travaux agricoles, des faucilles affûtées, des marteaux lourds, des lames dissimulées dans les bottes. Et plus la date approchait, plus le domaine semblait vibrer d'une tension invisible, comme si la terre elle-même pressentait que quelque chose allait se briser. Le soir du 14 juillet, tandis que le village célébrait sur la place avec des lampions et des pétards, la Bastide resta close, ses volets tirés, et ceux qui avaient l'habitude de voir les deux Valcourt aux réjouissances remarquèrent leur absence mais n'osèrent pas poser de questions. Dans la cave, cependant, les chants montaient déjà, graves et hypnotiques, et Isabelle, postée derrière la fissure qui lui avait révélé l'horreur 16 ans plus tôt, sentit son froid se couper, car elle revoyait la fillette qu'elle avait été, paralysée de peur. Mais désormais, elle n'était plus seule. Elle avait Étienne à ses côtés, le regard dur comme le fer, Adrien prêt à courir prévenir les ouvriers cachés dans les vignes. Et tous savaient que cette nuit serait le commencement ou la fin, qu'il n'y aurait pas de retour possible. Et lorsque la 12e cloche de l'église sonna au loin, Étienne souffla la lanterne, tira la dague qu'il avait volée dans le bureau d'Armand et murmura à Isabelle « C'est l'heure. Maintenant, nous allons voir si les pierres saignent. » La cloche de minuit venait à peine de s'éteindre dans la nuit provençale que déjà la maison des cendres semblait vibrer comme une caisse de résonance. Les chants graves des 13 membres de la confrérie emplissant les caves de leurs échos gutturaux à mélange de latin déformé et de patois ancien qui donnaient aux prières une tonalité inhumaine. Et Isabelle, blottie dans l'ombre avec Étienne, sentait chaque syllabe résonner dans ses os, réveillant la terreur de ses 12 ans, mais aussi une détermination glaciale, car cette fois elle n'était pas spectatrice, mais actrice, prête à frapper là où la confrérie se croyait invincible. Et Étienne, d'une main ferme, lui indiqua la pierre fissurée derrière l'autel, celle qu'il soupçonnait dissimuler la chambre secrète où reposait le grand livre de moisson. Et avec la dague volée au bureau d'Armand, il traça sur la pierre le symbole qu'elle avait vu autrefois, une faucille ouverte vers le ciel. Et aussitôt, un déclic sourd résonna, suivi d'un grincement, la dalle pivotant lentement pour révéler un passage étroit d'où s'exhalait une odeur de sang séché et de poussière. Et dans ce boyau obscur, leurs pas s'enfoncèrent, étouffés, jusqu'à déboucher dans une pièce ronde, basse de plafond, dont les murs étaient couverts de symboles gravés et dont le centre était occupé par un piédestal de marbre noir sur lequel reposait un livre colossal, si épais qu'il semblait fait pour défier le temps, sa couverture de cuir sombre incrustée de clous d'airain. Et Isabelle, en s'approchant, sentit une nausée la saisir, comme si le simple contact visuel avec l'objet drainait sa force, et pourtant, elle posa les mains sur la couverture, qui était tiède comme une peau vivante, et lorsqu'elle ouvrit la première page, un souffle glacé emplit la salle, faisant vaciller la flamme de leur lanterne, et elle lut les serments des fondateurs, datés de 1643, l'année où la peste avait ravagé la Provence, un pacte conclu entre nobles, prêtres et marchands pour s'assurer la prospérité des récoltes en échange d'offrandes humaines. Et ces signatures, tracées en sang, portaient des noms que chaque village connaissait encore par leurs descendants, de Valcourt, Donadier, Charvet, à Lazare, tous présents ce soir sous la voûte du cellier, héritiers d'une lignée de crimes, et chaque page suivante révélait des siècles de sacrifices, consignés avec une minutie glaciale, tantôt des enfants orphelins, tantôt des femmes des villages voisins, tantôt des mendiants ramassés sur les routes, et parfois même des domestiques de la Bastide offerts en silence, leur disparition couverte par un mensonge. Et Étienne, en lisant, sentait son souffle se faire plus court, car il venait de trouver une mention datée de 1885 où figuraient les noms de Claire, Lucien et Jeanne, notés parmi les victimes choisies pour affermir le cycle de la vigne.
Et cette lecture fit jaillir de lui une colère noire, au point qu'il serra la dague si fort que sa paume se coupa, et le sang goutta sur le marbre, activant malgré lui un autre mécanisme. Le sol trembla légèrement, un pan de mur s'écarta, et derrière apparut une enfilade de niches contenant des jarres de terre cuite scellées de cire rouge. Et lorsqu'il en brisa une, l'odeur de putréfaction les assaillit, car elle contenait des fragments d'os humains soigneusement rangés, comme un inventaire morbide destiné à rappeler aux générations futures leur dette envers la terre. Et Isabelle, suffocant, murmura qu'il fallait partir avant que les chants ne cessent, mais Étienne, hors de lui, voulait arracher le livre et le brandir comme une arme. Or Isabelle le retint, car elle savait qu'un tel geste signerait leur mort immédiate, car les 13 descendraient dans l'instant, et elle le convainquit de refermer le passage, de laisser le livre en place, mais de voler quelques feuillets discrètes, ce qu'elle fit en détachant 3 feuillets relatant les cérémonies les plus récentes, où figuraient des dates et des noms trop précis pour être niés. Et ils ressortirent en hâte, mais à l'instant où la pierre se refermait, un cri monta de la salle principale, car Adrien venait de déclencher l'assaut. Il avait donné le signal aux ouvriers embusqués dans les vignes, et déjà le vacarme des pas, des outils de fer et des voix en colère envahissait la bastide, couvrant les champs de la confrérie, et Isabelle, le cœur battant, comprit que le soulèvement commençait plus tôt que prévu, que la rage longtemps contenue éclatait ce soir même, et quand ils jaillirent dans la cave, ils virent les 13, surpris, mais déjà armés de dagues et de pistolets, encerclés par une trentaine d'hommes et de femmes du domaine, porteurs de faucilles, de marteaux improvisés. Et dans ce clameur, le maire Donadieu cria que les rebelles allaient tous mourir, mais sa voix se perdit dans le fracas des premiers coups, et le sang jaillit, éclaboussant les murs, car les paysans n'avaient plus peur, ils frappaient avec la violence de ceux qui n'avaient rien à perdre. Et au centre de ce chaos, Armand de Valcourt surgit, tirant Isabelle à lui avec un couteau sur la gorge, hurlant que s'il continuait, il la tuerait. Et un silence de stupeur s'abattit un instant, les torches tremblant, les lames suspendues. Et c'est alors qu'Isabelle, d'un geste fulgurant, planta ses ongles dans la main de son père, libérant son cou et cria d'une voix que toute la cave entendit. « Regardez-le, voilà le maître qui vous a condamnés tous. Ce n'est pas mon père, mais le bourreau de nos vies. » Et Étienne, profitant de la confusion, se jeta sur Armand, et les 2 hommes roulaient la terre dans une lutte sauvage, l'un animé de la haine d'avoir tout perdu, l'autre orgueilleux de ne rien céder. Et autour d'eux, la bataille redoublait, les chants remplacés par des hurlements, les flammes des torches projetant sur les voûtes des ombres monstrueuses, comme si toute la cave était devenue l'antichambre de l'enfer. Et dans ce tumulte, Adrien, le visage couvert du suie et de sang, courut vers Isabelle et lui tendit le livre arraché au piédestal, hurlant qu'il fallait l'emporter pour que le monde le sache. Mais Isabelle hésita, car elle savait que si elle conservait la preuve, il serait traqué sans répit, et qu'il n'y avait qu'une seule manière de briser le cercle, réduire le livre, les eaux et la bastide elle-même en cendres pour que la confrérie disparaisse comme si elle n'avait jamais existé. Et tandis que les combats touchaient leur paroxysme, elle lança d'une voix glacée « Alors brûlons-les, brûlons tout jusqu'aux fondations !» La décision d'embraser la bastide fut prise en un instant, et pourtant mûrie par des mois de patience et de douleur. Lorsque la voix d'Isabelle s'éleva pour ordonner les flammes, une sorte d'accord tacite traversa la foule. Il n'avait pas seulement voulu tuer des hommes ce soir, il voulait effacer la marque de leur tueur, rendre impossible la résurrection de ces rituels dans l'avenir, et ils agirent avec une synchronisation terrifiante. Des bras tendus portant des torches fabriquées à la hâte, des seaux d'huile cachés sous des caisses, des fagots qu'on amassa comme on prépare une vigne pour l'hiver, car ils savaient que l'incendie devait ressembler à un accident ou à une fureur incontrôlable, jamais à une vengeance préméditée par des paysans et des servants. Étienne, les mains encore tremblantes du combat, prit les feuillets arrachés au grand livre et les dissimula dans une poche creusée à l'intérieur de son manteau, tandis qu'Adrien, le garçon des cuisines, guidait les brigades improvisées vers les points faibles de la vieille demeure, et Isabelle, le visage couvert de suie, monta sur une table renversée dans la grande salle pour hurler des noms, dénoncer les complices, faire tomber les derniers masques propres à la respectabilité, car elle comprit en cet instant que la force du mensonge reposait sur le silence de ceux qui auraient dû parler avant. Les premières flammes léchèrent la façade quand un cri aigu retentit, un appel de douleur et de surprise qui fit se retourner les assaillants, et dans la panique qui suivit, les feux prirent de la force, gagnant les volets, s'infiltrant sous les toits, tandis que les 13, déboussolés, tentaient de résister, mais déjà la chaleur rendait l'air irrespirable, et l'un après l'autre, certains furent pris de folie à voir disparaître la preuve de leur impunité, d'autres se réfugièrent dans la cave où tout avait commencé, comme si le destin avait un sens macabre et circulaire. Armand, attaché et traîné devant la cour, hurla des menaces qui se brisèrent en suppliques quand la fumée lui arracha la voix, et pourtant, avant que le brasier ne devienne un brasier total, un bruit sourd secoua le sol. La charpente ancienne, rongée par le temps et affaiblie par les explosions de colère, s'effondra en un fracas qui fit trembler même les plus résolus, projetant étincelles et décombres,
ensevelissant dans un nuage incandescent des fragments de vie d'un autre siècle, et quand la fumée monta enfin plus haut que les cyprès, le spectacle depuis la colline eut l'air d'un symbole. La maison des cendres rendait ce qu'elle avait ingéré depuis des générations, retournant au ciel la noirceur qu'on y avait cachée. Mais l'incendie, comme tout instrument de purification populaire, avait aussi son prix. Des vêpres de larmes et de sang encore frais, des blessures jamais totalement refermées. Plusieurs de leurs compagnons tombèrent, frappés par des éclats ou asphyxiés, et Adrien lui-même reçut une blessure profonde au flanc. Pourtant, il refusa qu'on le porte, préférant s'appuyer contre un mur fumant pour encourager les autres, comme si la douleur rendait plus réelle la justice conquise. Quand l'aube, pâle et grise, se leva sur les ruines fumantes, la Bastide n'était plus qu'une carcasse noire entourée d'un cercle de silhouettes haletantes. On compta les givants, ceux qui avaient survécu au brasier et à la nuit de fureur, et l'on pleura ceux qui ne reviendraient plus, car la revanche avait exigé un tribut. Isabelle, qui s'était tenue toute la nuit comme un phare au milieu du chaos, sentit son corps fléchir sous le poids d'une fatigue nouvelle, mais aussi une sorte d'accomplissement chargé d'amertume, car si la confrérie avait été anéantie dans les flammes, les siècles de silence qui avaient permis leur crime ne pouvaient s'effacer en une nuit. Étienne prit la décision qu'ils avaient mûrie ensemble. Nulle trace des reliques, des registres, des jarres avec les os ne devait survivre pour être recherchée et retournée contre eux. Et pourtant, au fond de sa poche, les 3 feuillets portant les noms de Claire, Lucien et Jeanne brûlaient moins de conviction que d'obligation morale. Il savait qu'il ne pouvait les livrer à la justice, qui de toute façon appartenait aux descendants des coupables. Alors il choisit un chemin plus dangereux et plus discret. Il confia ses feuillets à des réseaux d'amis sûrs hors de la région, des passeurs et des guérisseurs qui pourraient, un jour, si le temps le permettait, révéler à des oreilles plus justes la vérité qu'ils portaient. Mais pour l'instant, la prudence commandait la dispersion. Ils firent des choix alors même que leurs mains tremblaient, enterrer certains corps dans des lieux secrets loin de la propriété, disperser des cendres dans la rivière pour qu'aucun rite de mémoire macabre ne permette à la confrérie de renaître, et surtout détruire tout ce qui pourrait servir de preuve à ceux qui voudraient, avec des siècles de privilèges, blanchir leurs ancêtres. Isabelle, cependant, resta hantée par un autre choix, plus intime. Elle avait demandé la mort pour elle-même si la revanche arrivait. Et maintenant que le feu avait rendu justice de sa manière, elle se trouva incapable de tenir la promesse qu'elle avait faite à Étienne dans un autre temps. Quelque chose avait changé au fond d'elle, une vie nouvelle, fragile et imprévue, née des larmes et du sang, et plutôt que de partir immédiatement pour l'exil, elle prit quelques jours pour écrire, pour consigner tout ce qui avait été vu, senti, murmuré, non pas pour la justice des tribunaux, mais pour la mémoire des victimes, pour que même si on l'entendait enterrer l'histoire, des mots subsistent, cachés sous des pierres, glissés dans des livres vendus à des bibliothèques éloignées, transcrits en code dans des champs paysans, un pacte inverse destiné à perpétuer la vérité dans le ventre du monde. Après ces semaines d'accommodation précaire, vint le temps du départ. Étienne choisit de quitter la Provence, de disparaître vers le nord, emportant avec lui quelques compagnons qui cherchaient une vie sans chaîne et des lieux où la vigilance serait moins mortelle. Adrien, malgré sa blessure, resta dans la vallée, soigné par une femme du village qui s'était consacrée à panser les hommes et qui sut lire dans ses yeux l'enfant qui avait grandi trop vite. Et Isabelle, elle, prit la route dans la direction opposée, non pas vers une capitale où on les l'aura oubliés, mais vers un monastère isolé dans les collines, où les sœurs accepteraient, disait-on, ceux qui venaient de briser un ordre ancien pour se consacrer à quelque autre tâche, écrire, prier, travailler la terre, passer le reste de leur vie à transformer la colère en soin pour les vivants. Les mois se succédèrent et la légende prit racine comme une plante sauvage. Certains racontaient à voix basse l'histoire d'une nuit où les puissants avaient été consumés. D'autres la transformèrent en fable pour effrayer les enfants et empêcher quiconque d'aspirer à la grandeur par des moyens innommables. Et dans les tavernes, on murmurait qu'une femme aux cheveux coupés et aux mains abîmées allait parfois prêcher aux femmes des villages voisins, leur parlant d'horreurs anciennes et de la nécessité de veiller sur leurs enfants, tandis que des hommes se réunissaient secrètement pour jurer qu'on ne répéterait jamais les rites qui avaient été accomplis au nom de la terre. Pourtant, partout où la mémoire s'enracinait, des mains invisibles s'activèrent aussi. Celles des familles des 13, dans le sang encore chaud, appelaient la vengeance ou la réparation. Quelques descendants, par pudeur ou par peur, cherchèrent à effacer des archives, firent disparaître des registres, payèrent pour que l'on parle d'accidents, et d'autres, peut-être moins nombreux, se retiraient dans des villes, portant un poids de honte et une peur inexplicable qui les poussait à changer de nom et de vie. Mais l'incendie de la maison des cendres avait marqué un point de non-retour.
À l'occasion, des étrangers curieux revenaient sur les ruines, excitant de vieilles rumeurs. Des chasseurs trouvaient des os dans les marais. Des prêtres interrogeaient des vieux domestiques qui, avant de mourir, gardaient des secrets murmurés au coin du feu. Et parfois, quand le vent d'octobre passait sur la vallée, on jurait entendre des chants anciens portés par la brume, comme si la mémoire elle-même refusait de se taire. Quant à ceux qui avaient survécu à la nuit, ils apprirent à vivre avec les fantômes à leur côté. Étienne devint un homme, au regard encore plus dur, mais davantage apte à écouter la douleur des autres. Adrien grandit et devint un cultivateur respecté. Et Isabelle, dans la quiétude d'un cloître, trouva la possibilité d'écrire sa version, non pas comme une plainte, mais comme un avertissement, un texte crypté que seuls quelques fidèles pourraient déchiffrer. Et dans ces pages, elle confia la peur, la colère et la beauté d'une vie arrachée au tyran, car elle avait compris une leçon que l'histoire n'enseigne rarement sans cruauté. La justice rendue par les opprimés n'efface pas la violence qui la produit, elle la transforme. Et cette transformation exige des renoncements, des veilles et des voyages qui durent des générations. Des années plus tard, quand les arbres eurent repris place là où la Bastide s'était affondrée, des enfants jouaient sur des pierres noircies et demandaient à leurs grands-parents pourquoi on ne venait jamais à cet endroit. Et les anciens répondaient par les mêmes mots que la vallée répétait désormais comme une prière. Là, autrefois, les hommes ont appris qu'on ne peut pas s'enrichir sur la chair d'autrui sans payer le jour le prix du feu. Et parfois, quand le mois est bas et la brume descendante, certains affirment avoir vu entre les troncs la silhouette d'une femme qui marche, portant un cahier serré contre sa poitrine, laissant dans le silence du soir le murmure d'une histoire qui refuse d'être oubliée.